Quel était l'objectif? Voulait-on vraiment plus de morts du Covid? Voulait-on vraiment plus de personnes intubées juste pour avoir des images à montrer au journal du soir? Regardez ce qui arrive si vous ne vous faites pas vacciner. C'est absolument effrayant ce qu'on vit là, et il faut tenir le coup. Je suis quelqu'un qui n'a jamais mal à la tête. Peu importe le niveau de stress, je n'ai jamais eu mal à la tête de ma vie. J'ai dit à ma femme il y a des années que si j'avais un jour mal à la tête, il faudrait consulter un médecin et faire une IRM, car il y aurait vraiment un problème là-haut. Après chaque séance d'enquête, j'ai marché 2 heures dans Berlin, seul dans les rues la nuit, juste pour retrouver les idées claires. J'avais des maux de tête terribles. Être assis en face de ces personnes et devoir supporter le fait qu'ils nous nuisent vraiment délibérément. Les gars, regardez ça. 86% regardent sans s'être abonnés à la chaîne. Si cette conversation t'a rendu ne serait-ce qu'1% meilleur, alors abonne-toi s'il te plaît. C'est le deal le plus équitable sur Internet. Tu y gagnes en clarté et ça nous aide énormément à continuer d'inviter les meilleurs, les plus critiques et les plus prestigieux invités. Et maintenant, bon visionnage de l'entretien. Docteur Michael Niels, pour moi, il n'y a pas de meilleur invité que toi aujourd'hui. Tu es neuroscientifique, tu es biologiste moléculaire et je dois t'avouer franchement qu'au cours des dernières semaines, j'ai un peu perdu ma légèreté. Quand le conflit en Iran a débuté et que des éléments de ma vie privée se sont effondrés, mon cerveau est soudain devenu très lent. Je n'arrivais plus à rien absorber. Que le prix de l'essence monte à 50 euros ou que Donald Trump fasse exploser une bombe atomique, je m'en fichais totalement. Dans ces moments-là, on se rend compte que ce n'est plus une question de politique, mais de notre capacité biologique à survivre. Je me réjouis beaucoup de cette conversation. Je suis content que tu sois là. Salut Simo, c'est toujours un plaisir de te voir et nos conversations sont toujours très profondes. Michael, tes sujets comme le Covid, Alzheimer, l'OMS, la prison numérique sont vraiment des sujets lourds et pas faciles à digérer. Comment fais-tu personnellement pour gérer le fait de creuser chaque jour dans tous ces abîmes sans t'épuiser toi-même? Oui, c'est une bonne question. C'est en fait la question décisive. Je dois dire que d'un côté, je me suis forgé une certaine carapace, bien sûr. J'ai longtemps occupé un poste de direction et dans ce rôle, il faut aussi prendre de temps en temps des décisions difficiles ici et là, avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Mais le véritable déclic pour moi, pour cette légèreté, je dois être honnête, c'est quand j'ai commencé à prendre du lithium. Donc, quand j'ai corrigé ma carence en lithium, il ne s'agit pas de prendre du lithium comme médicament, mais le fait d'avoir corrigé ma carence, juste ce milligramme, les effets ont été spectaculaires. Pour te donner un exemple, j'ai beaucoup fait de recherches, j'ai publié plus de 50 articles scientifiques et dans des revues assez prestigieuses, il faut le dire. Donc oui, nature, science, avec des lauréats du prix Nobel, je ne veux pas vraiment m'en vanter. Ce que je veux dire, c'est que chacune de ces publications, en moyenne, quand un chercheur publie un article comme ça, il va à 30 ou 40 congrès et il y fait des conférences. Regardez ce que j'ai accompli. J'ai publié plus de 50 articles de ce genre et je n'ai donné qu'une seule conférence. Sur tous, un seul. Et même celui-là, je ne l'ai fait qu'à contre-cœur, parce qu'un ami m'a beaucoup poussé. Et c'était justement dans les lieux mythiques où Watson et Crick ont déchiffré l'ADN à Cambridge. Un amphithéâtre vénérable, et c'est là que je devais donner une conférence sur ma découverte d'une molécule clé pour notre système immunitaire adaptatif. Et la nuit, je me faisais tellement de soucis à l'idée de me tenir devant des gens et de donner une conférence. J'ai transpiré la nuit, je suis tombé malade. Lors de ma toute première conférence, où je devais défendre ma thèse à 22 ans à Prague, je me suis cassé 2 dents la nuit. J'ai commencé à grincer des dents. J'ai été très stressé à l'idée de parler devant des gens, et c'est exactement ça. Il faut savoir gérer des situations désagréables. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette peur, je crois qu'entre-temps, j'ai compris que c'était à cause de cette obsession de la perfection. Et j'avais peur d'échouer. Je devais être parfait. Et bien sûr, on ne peut pas être parfait. On n'est jamais parfait. Et ce problème était tellement énorme pour moi que je l'ai évité. J'ai évité le conflit, la confrontation. J'avais peur de monter sur scène et d'échouer. Et depuis que je prends du lithium, avant j'ai tout essayé. J'ai pris des oméga 3, j'ai pris de la vitamine D, j'ai pris tous les oligo-éléments. J'ai tout vérifié pour que tout soit en ordre. Mais quand j'ai eu l'idée, il y a environ 12, 13, 14 ans, que le lithium est essentiel pour nous. J'ai donc introduit cela très tôt dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, parmi les premiers. En 2016, j'ai écrit un article sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, car notre santé mentale dépend de ce que nous apportons à notre cerveau. Le dernier élément était sans doute le lithium. Et pour moi, c'était fondamental.
Au moment où j'ai pris du lithium, ce seul milligramme, mes angoisses ont soudain disparu. J'ai soudainement pu me pardonner d'avoir tort. J'ai pu me pardonner d'être sur scène et d'oublier un mot. Au contraire, maintenant, quand je suis sur scène, au lieu de transpirer parce que je n'arrive pas à me souvenir du nom d'un professeur que je veux citer, tout le monde se met soudainement à rire. Une conférence sur Alzheimer donnée par un spécialiste d'Alzheimer et il oublie un mot. Qu'est-ce que c'est embarrassant et je ris avec les gens. Je trouve ça tellement drôle que ça arrive parce que c'est tellement humain. J'ai de nouveau pu retrouver mon humanité pour ainsi dire. Je n'étais plus pris dans ce carcan d'attente envers moi-même qui me bloquait. Et ici, il s'agit du système immunitaire mental et de la façon dont on gère les situations problématiques et comment on les surmonte. Et le problème avec ce système immunitaire mental, c'est que lorsque le stress devient trop important, il est alors inhibé. Donc, le cerveau envoie alors pratiquement, ou les cellules cérébrales, les neurones libèrent, parce qu'ils sont surstimulés, des messagers chimiques qui provoquent une neuroinflammation. La neuroinflammation supprime ce que favorise normalement le lithium, et une carence en lithium aggrave la situation. Et ensuite, on entre dans un stress mental qui nous bloque complètement, qui peut vraiment vous mettre complètement à plat. C'est un stade préalable à la dépression. Donc, un manque de résilience psychique qui en soi ne provoque pas encore une dépression, mais qui en augmente massivement la probabilité. Et puis, on remet tout en question. On entre dans des boucles de pensée dont on ne peut pas sortir. On n'est plus ouvert à de nouvelles voies. Et oui, si dans ton cas, il y a des pièces du puzzle dans la famille, des crises peut-être, je ne connais pas les détails et nous n'avons pas besoin d'en discuter. Mais le point, c'est que si. Euh, Quand il se passe quelque chose qui a toujours été un point central pour soi, quelque chose sur lequel on était bien ancré s'effondre soudain sous nos pieds. On traverse une crise de sens, ce qui est, selon moi, le principal problème, qui est la crise de sens. J'ai beaucoup parlé de santé mentale, du système immunitaire mental, et il existe une formule pour le protéger. Et au centre de cette formule se trouve le sens qu'on donne à sa vie. Et il y a une raison pour laquelle il est au centre. Tout tourne toujours autour du sens de la vie. Quand on perd le sens de sa vie, la formule s'effondre aussi. Peu importe la quantité de lithium ou d'oméga 3 prise, quelque chose de fondamental s'effondre alors. Cela devient plus problématique si le lithium, les oméga 3 ou le mouvement manquent, ainsi que d'autres éléments de la formule. Mais au centre, il y a le sens qu'on donne à sa vie. Et je pense que la question du sens, nous devrions peut-être en discuter plus intensément. Tu as abordé plein de points essentiels. L'histoire d'un milligramme de lithium est vraiment intéressante. Je me suis exactement senti comme tu l'as décrit. Vraiment, j'avais la tête embrumée. J'étais simplement, la légèreté avait complètement disparu. L'un de mes super pouvoirs a toujours été de prendre un peu de recul par rapport aux choses, de réussir à simplifier tout ça pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Soudain, j'ai perdu cette capacité. Ce qui m'a beaucoup aidé ici, c'est de faire une remise à zéro total pendant 14 jours. Ma famille est même venue en Espagne. J'ai passé beaucoup de temps ici avec ma famille, ma mère et ma sœur. On était simplement dans la nature. Et on nous répète partout qu'on serait une sorte d'intelligence artificielle. On doit passer toute la journée devant ces appareils de 10 sur 15 cm, mais simplement ressentir cette connexion à la Terre. Être pieds nus dans la nature, tout simplement. Avoir simplement des conversations naturelles, ne pas se laisser bombarder en permanence par toutes ces informations. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et simplement savoir qu'on a une communauté derrière soi, c'était vraiment tellement puissant. J'ai aussi soudainement reçu tous ces messages sous toutes ces vidéos qui m'ont envoyé de la force. Je me suis dit, waouh, c'est tellement important d'avoir une communauté derrière soi, car au final, on est tous dans le même bateau. On essaye ici de rassembler les pièces du puzzle avec tous ces conflits, mais au fond, on ne sait pas vraiment non plus. Et justement, dans des moments décisifs, parce qu'on donne aussi énormément de repères à notre communauté, je pense qu'une communauté le ressent aussi quand on doit rendre quelque chose en retour. Pour moi, c'est vraiment la communauté qui a été déterminante pour ne pas sombrer encore plus profondément. Oui, je peux tout à fait comprendre cela. Donc la communauté, mais tu as aussi parlé de ta famille, tu as aussi parlé d'ancrage, tu as parlé de la nature, et je crois que ce sont vraiment déjà les éléments clés d'où vient aussi le sens de la vie. Donc si on regarde d'un point de vue purement évolutionniste, oui, et j'appelle toujours ça l'évolution de la grand-mère, parce qu'évolutivement, il n'y avait pas de test de paternité autrefois. Les mères connaissaient leurs enfants
mais pas toujours les pères. Et c'est pour cela que, pour ainsi dire, l'évolution de la longévité s'est développée. Nous sommes présents de façon transgénérationnelle, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour nos petits-enfants, accumulant savoir et expérience jusqu'à un âge avancé. Cela a été essentiel pour leur survie, notamment grâce au rôle de la grand-mère, avec des liens très nets à ce sujet. C'est désormais un savoir de manuel scolaire. J'ai lu cela pour la première fois dans un manuel scolaire de ma fille, la plus jeune, parce qu'elle avait choisi la biologie en spécialité. Il n'était pas écrit l'évolution de la grand-mère, mais l'hypothèse de la grand-mère. Je trouve cette expression moins jolie, l'évolution de la grand-mère étant plus charmante. Bien sûr, l'homme est aussi concerné. Nous vivons tous longtemps, pas seulement la grand-mère, mais aussi le grand-père. Et nous le ressentons aussi, cette raison d'être là. Parce que nous devons protéger la famille, mais nous recevons aussi de la protection en retour. C'est du donnant-donnant. Et cette relation que nous avons avec les autres personnes, c'est en fait la clé de nos responsabilités. Donc, la plupart des gens qui cherchent le sens de la vie, et je dis toujours, d'un point de vue purement philosophique, il n'y a pas de sens. La vie en elle-même n'a pas de sens. À mon avis, en toute neutralité selon la biologie évolutive. On pourrait bien sûr dire, oui, la religion XYZ attribue un sens à la vie. Louer le Créateur ou quoi que ce soit d'autre, oui, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle nous sommes là. Mais maintenant, si l'on considère cela purement du point de vue de l'évolution, de manière objective selon la biologie évolutive scientifique, il n'y a pas vraiment de sens. Et nous, les humains, sommes probablement la seule espèce qui peut toujours redéfinir le sens que l'on donne personnellement à sa vie, pour ainsi dire. Mais la plupart des gens trouvent du sens à être là pour leurs enfants ou alors aussi pour leurs petits-enfants. Et je le ressens très clairement, parce que nous avons maintenant accueilli des petites filles dans la famille. Et je dois dire, waouh, c'est encore une étape de plus pour moi de trouver du sens dans ce que je fais. Et ce que je veux dire, c'est que c'est aussi si fort parce que c'est le sens naturel. On peut s'isoler mentalement, pour ainsi dire, et dire non, je ne veux pas de famille, je veux voyager seul à travers le monde. Nous pouvons réaliser tous les plans de vie possibles pour nous-mêmes, et chacun peut trouver son propre sens dans quelque chose, et c'est tout à fait normal. Tant que le sens ne consiste pas à nuire aux autres, c'est tout à fait normal. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais pour moi-même, et aussi d'un point de vue de la biologie évolutive, je suis vraiment en accord avec ce que je crois être la force motrice de l'évolution pour notre longévité, à savoir être là pour nos enfants et petits-enfants. Voici ce que je ressens clairement maintenant. Je crois que tu as ressenti la même chose avec ta famille. Et bien sûr, la nature compte aussi beaucoup. Je pense que c'est ça, le plus important pour moi. Donc, quand je traverse vraiment une petite crise existentielle le soir, parce que je me penche sur ces sujets, ma femme vient parfois me chercher devant l'ordinateur et me dit « Écoute Michel, viens, allons faire une promenade dehors ». Et je remarque vraiment à chaque pas, parfois il faut 1 kilomètre, parfois 2, parfois seulement 500 mètres, à chaque pas, avec cette inspiration et expiration dans la nature, voir les arbres, la verdure, respirer l'air, waouh, je remarque simplement, waouh, toute la pression disparaît. Et je crois que la combinaison de la nature, de la famille et bien sûr de la communauté autour de soi dont on a besoin, car nous ne pouvons pas survivre seuls. Si jamais ça devait vraiment mal tourner, nous avons besoin d'un réseau de personnes qui se soutiennent mutuellement. Nous pouvons alors surmonter la peur et nous concentrer à nouveau sur nos objectifs avec plus de force. Tu l'as si bien décrit tout à l'heure avec les petits-enfants et je dois être honnête, j'ai une fille de 4 ans, les enfants sont nos plus grands maîtres, ils nous apprennent vraiment énormément sur la guérison, sur la finitude de la vie. J'ai aussi trouvé un sens dans mon travail quand ma fille est née. J'ai complètement changé de vie, ancien professeur de lycée, j'ai maintenant une chaîne suivie par de nombreux abonnés, simplement parce que je voulais vivre de façon authentique. Et là, ma fille a vraiment été un catalyseur parce qu'on se dit, au fond, je veux transmettre le meilleur possible et je veux aussi laisser le monde un peu plus paisible. Donc, j'ai quitté mon travail et finalement, oui, j'ai simplement suivi ma propre vérité. Et je trouve que les enfants, si on les écoute vraiment attentivement, sans chercher à leur imposer quoi que ce soit, mais en les écoutant vraiment, c'est vraiment l'un des plus grands cadeaux. Je dois dire que pour moi, le combat que je mène a maintenant vraiment le visage de mes petits-enfants. Donc je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais maintenant. Je ne veux pas qu'on leur injecte quoi que ce soit, simplement parce qu'un ministre fédéral de la Santé
qu'on devrait en fait appeler ministre fédéral de la maladie, puisqu'il fait le travail de lobbying pour l'industrie pharmaceutique qui ne gagne pas d'argent avec des gens en bonne santé. Quand une telle personne dit alors oui, il faut maintenant ce vaccin et il faut maintenant tel autre vaccin. Et puis je me dis toujours d'accord, je dois trouver un moyen d'informer les gens parce que à la fin de la journée, le souverain, c'est le peuple et nous devons simplement atteindre une majorité de personnes qui votent pour des partis, mis à part le fait que je n'aime pas le système des partis, mais au final, c'est comme ça, je ne peux pas le changer pour l'instant. Mais qu'au final, on vote pour les partis qui mettent fin à ces absurdités. Et bien sûr, toujours avec l'espoir que lorsque de tels partis accèdent réellement aux responsabilités gouvernementales, ils fassent aussi ce qu'ils disent. Mais c'est ça qui m'a poussé à redevenir actif en ce moment. En 2020, j'ai écrit ce que je pensais être mon dernier livre, Das erschöpfte Gehirn. Je pensais que c'était fini pour moi. J'ai aussi clarifié où se trouve dans le cerveau la batterie qui nous fait ressentir la fatigue le soir quand elle est vide et qui, rechargée le matin, nous permet de commencer la journée en forme. Et comment on peut influencer la capacité de cette batterie cérébrale. Pour moi, c'était l'œuvre de ma vie. À la fin, je me suis dit, c'est terminé maintenant. Ensuite, il y a eu le Covid. Je venais d'écrire et de terminer le livre au premier semestre 2020. J'ai remarqué que j'étais censuré en écrivant le livre, que je n'avais pas le droit d'écrire, que les gens, parce qu'ils sont chroniquement épuisés, acceptaient tout cela, qu'ils étaient aussi plus facilement manipulables par la peur. C'est là que j'ai compris que je devais continuer. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Mais pourquoi ai-je continué? Pas pour moi. Je sais déjà ce que je dois faire pour moi, mais je sais aussi que nous ne pouvons survivre sur cette planète qu'en communauté. Nous ne pouvons survivre que grâce à un réseau de personnes qui se sont réveillées ou qui sont en train de se réveiller. Il ne faut jamais perdre espoir. Grâce à ce réseau de personnes, nous pouvons survivre en tant que société face aux technocrates qui ont encore en réserve des idées comme l'eugénisme et bien d'autres choses. Et on le voit bien avec les dossiers Epstein, quand on sait maintenant que ce pédophile et criminel condamné, délinquant sexuel, était en partie responsable de ce qui s'est passé en 2020, qu'il a coopéré avec Gates et a mis tout cela en place. Et que maintenant que je sois assis près de Quetzal, ça m'a vraiment presque anéanti, un peu comme toi. Ça faisait 4 mois que je siégeais à la commission d'enquête, et je suis quelqu'un, par exemple, juste pour donner un exemple, je suis une personne qui n'a jamais mal à la tête. Peu importe le niveau de stress, je n'ai jamais eu mal à la tête de ma vie. J'ai déjà dit à ma femme il y a des années que si un jour j'ai mal à la tête, il faudra que j'aille chez le médecin, passer une IRM, parce que là-haut, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et après chaque séance de la commission d'enquête, je devais marcher 2 heures dans Berlin, seul dans les rues la nuit, juste pour retrouver les idées claires. J'avais des maux de tête fulgurants. Être assis en face de ces personnes et devoir supporter que ces personnes nous nuisent, et vraiment nous nuisent intentionnellement. Et je dois, avec mon petit groupe de compagnons, essayer de lutter contre cela, et ça m'a vraiment presque mis à terre. Voilà, c'est comme ça. Mais ensuite, je vois maintenant mes petits-enfants et je me dis, waouh, je dois continuer. Tu viens de mentionner la commission d'enquête, c'est-à-dire qu'on regarde dans les coulisses du mal. Donne-nous quelques indices montrant que Goliath n'est pas aussi puissant qu'on le croit. Oui, il n'est certainement pas aussi gigantesque parce qu'il faut dire clairement qu'il défend d'abord un récit qui ne correspond pas aux lois de la nature. Et avec ça, il lutte contre la réalité. Ils ont leur vérité, nous avons notre vérité, ce sont 2 points de vue, mais la réalité est définie par les lois de la nature. Et les lois de la nature disent, par exemple, que nous avons un système immunitaire. Eux disent que nous n'en avons pas, que nous avons besoin du vaccin, sinon ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas vrai. Et donc, il existe différentes réalités, et dans la réalité, il y a tellement de choses qu'ils nient que, sur la durée, ils ne peuvent tout simplement pas gagner. Ils doivent pratiquement jongler avec la vérité, la réalité dans leurs mains. Mais la vérité a toujours du poids, et ils ne peuvent pas jongler éternellement. Elle finit toujours par retomber par terre, et on l'a bien vu lors de l'enquête. Quand on les met sous pression, comme je l'ai fait avec Span, ils ont dit « Comment est-ce possible qu'une telle arme biologique
Tu savais que la protéine Spike était une arme biologique, ou potentiellement une, et c'est déjà suffisant qu'elle ait été potentiellement une arme biologique. Il en a été informé et écrit dans son livre « Nous devrons nous pardonner ». Je ne sais même pas si c'est du passé ou du futur. En tout cas, il a écrit qu'il avait déjà été informé au printemps 2020 qu'il s'agissait peut-être d'une arme biologique. Je suppose donc que sur Saaremaa, le service fédéral de renseignement était informé et a transmis l'information à la chancellerie avec une probabilité de 80 à 95% qu'il s'agisse d'une arme biologique. Et ce plan de construction pour l'arme biologique, il l'a même utilisé contre la STIKO, qui donne les recommandations de vaccination. Il a fait pression sur la STIKO en disant « Nous devons maintenant vacciner aussi les enfants ». Et c'était une arme biologique potentielle, le plan de construction d'une arme biologique, et je lui ai simplement posé la question. Puis il répond simplement « Pourquoi l'a-t-il imposé ?» Puis il dit « Oui, les parents le voulaient. » Je veux dire, les parents voulaient la vaccination pour leurs enfants. Mais pourquoi? Parce que la politique a fait en sorte qu'on devait avoir peur des enfants, qu'ils allaient tuer les grands-parents. C'est absurde. Les protocoles du RKI indiquent, et il le savait, que les enfants ne présentent aucun danger. Et ensuite, il a dit, sous la pression que je lui ai mise, je n'avais que 5 minutes, que ça n'a jamais été une question de protection des autres. Donc, la protection des autres n'a jamais été le sujet, le vaccin n'apporte aucune protection pour les autres, et ce n'était pas non plus l'objectif. Mais c'est précisément avec cet argument que tout le monde, toutes les personnes ont été poussées à la vaccination. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont été socialement discrédités parce qu'ils ne voulaient pas protéger les autres par la vaccination. Oui, donc vraiment, vraiment méchant. On a vraiment vu le mal, malheureusement il n'y a pas de conséquences, mais les gens le voient, de plus en plus de personnes le voient. Waouh, on m'a vraiment menti à grande échelle, et je pense que c'est important. Ou alors j'ai réussi à aborder le sujet de la vitamine D. Donc il faut s'imaginer... En été, des gens meurent bien sûr de maladies respiratoires, et en hiver, des gens meurent de maladies respiratoires. Mais pendant quelle saison meurt-on le plus? Et là, on peut définir un facteur de risque. Et le facteur de risque de l'été par rapport à l'hiver, ou plutôt de l'hiver par rapport à l'été, est de 78 pour le Covid. 78. Il n'existe aucun autre facteur de risque aussi dramatique. Être un homme plutôt qu'une femme est un facteur de 1,5. Surpoids comparé à la normale, risque multiplié par 2 ou 3. Mais l'hiver par rapport à l'été 78, et c'est très facile à expliquer. Tous les politiciens et de nombreux médecins restent surpris. Pourquoi cette vague en hiver? Ils appellent ça une maladie du rhume. Nous savons que ce n'est pas une maladie du rhume. C'est une maladie due à une carence en vitamine D. C'est pourquoi, dans mon livre Herdengesundheit, je ne l'appelle plus maladie du rhume. J'ai dit que toutes les maladies du rhume doivent être renommées en maladies dues à l'obscurité. En hiver, il fait tout simplement plus sombre. Nous ne produisons pas de vitamine D et c'est pour cela que nous avons ces infections saisonnières. Et maintenant, voici le plus frappant. Il a déjà été démontré à l'automne 2020 que les personnes gravement malades, si on augmente leur taux de 25-hydroxyvitamine D, la prohormone de la vitamine D, c'est ce que mesure mon sang, donc pas ce qui est synthétisé dans la peau, ou ce qu'on prend en comprimé, mais ce qui est transformé dans le foie. Donc le précurseur de la véritable hormone de la vitamine D qui régule en quelque sorte notre plan génétique dans les cellules. Puisque nous sommes dans cette situation, nous risquons moins de développer la maladie d'Alzheimer. Nous avons des os plus sains, mais nous avons aussi un système immunitaire sain. Sans cette hormone de la vitamine D, notre système immunitaire ne peut pas fonctionner. Et maintenant, il diminue tout simplement et c'est pourquoi nous sommes plus facilement infectés. Et nous avons aussi des formes graves car nous avons tendance à faire une tempête de cytokines. Et maintenant, il y a eu par exemple à l'automne 2020 une étude de Cordoue. Elle a montré que les personnes gravement malades du Covid, parce qu'elles ont aussi un mauvais taux de vitamine D et subissent cette tempête de cytokines, on peut alors mettre fin à cette tempête de cytokines en augmentant le taux de prohormone de vitamine D. Il s'agit en fait d'une prohormone de vitamine D, pas de vitamine D. Si le taux augmente, la probabilité de devoir aller en soins intensifs ou d'être placé sous ventilation est réduite d'un facteur 25. Un facteur 25. Tout ce tapage sur la nécessité d'un vaccin pour protéger les gens aurait disparu. En prévention, on donne de la vitamine D, mais en cas grave, le précurseur. Cela peut sauver des vies. Un médecin de l'ETH à Zurich, de l'université, m'a écrit « Monsieur Niels, quand je vous ai entendu dire cela, j'ai essayé et ça marche. Nous sauvons soudainement des gens en soins intensifs. Nous les sauvons avant qu'ils n'aillent en soins intensifs. Nous les sauvons de la mise sous ventilation. » Et maintenant, il y a en Allemagne quelqu'un qui a dirigé la rédaction des directives pour le traitement des patients Covid gravement malades, le groupe qui a élaboré ces directives, et il s'agit du professeur Stefan Klug.
Il est médecin en soins intensifs, pneumologue et siège à la commission d'enquête pour la CDU. Et j'ai ensuite examiné les directives qu'il a élaborées avec son équipe. Et il y est indiqué ce qu'il faut faire, mais il y a aussi 2 points sur ce qu'il ne faut pas faire. Et au premier point, il est écrit « donner de la vitamine D ». Donc, la directive en Allemagne pour le traitement des patients gravement malades, atteints de maladies respiratoires, maladies infectieuses, patients atteints de maladies respiratoires, orage cytokinique. Là où seul le fait d'augmenter le taux de vitamine D est utile, il dit « S'il vous plaît, en tant que directive, en tant que prescription, ne donnez pas de vitamine D ». Lorsqu'il a ensuite parlé d'un professeur Hermann Brenner, un professeur au Centre allemand de recherche sur le cancer, qui a publié en septembre 2020 un article intitulé « 9 décès dus au Covid sur 10 auraient pu être évités ». La mort de 9 personnes sur 10 aurait pu être évitée en augmentant le taux de vitamine D. Il le confronte avec cela et lui montre l'étude de Cordoue. Et il ne dit rien d'autre, la directive est correcte. Que nous avons publié car, et tu dois t'accrocher, la justification, la baisse de la vitamine D, le faible taux de vitamine D chez les patients atteints de Covid ne serait pas la cause de la maladie, mais la conséquence. C'est tellement absurde. Bien sûr, la vitamine D est aussi consommée pendant l'infection. Elle diminue encore plus. Mais c'est aussi absurde que si je disais « Ah, le patient transpire parce qu'il est malade, il a une forte fièvre, il transpire, et maintenant il se déshydrate. » Mais je ne dois surtout pas lui donner de l'eau, parce que la déshydratation est la conséquence de la maladie et non la cause. Mis à part le fait qu'une carence en vitamine D est en réalité aussi la cause. Mais c'est de façon aussi absurde qu'on raisonne et je me demande quel était le but. Voulait-on vraiment plus de morts du Covid? Voulait-on vraiment plus de personnes intubées juste pour avoir des images à montrer au journal du soir? Regardez ce qui se passe si vous ne vous faites pas vacciner. Alors, c'est effrayant. C'est absolument effrayant ce qu'on vit là. Et il faut tenir le coup. Et je l'ai supporté pendant 4 mois aussi. Ensuite, j'ai eu des raisons, j'ai réussi à faire passer tous mes sujets. Et surtout, j'étais ensuite dans un groupe où, soudainement, je devais être responsable des lois qui devaient être modifiées, pour ainsi dire. J'étais dans un groupe juridique et j'ai ensuite pu faire entrer ma successeur, Beate Pfeil, qui en tant que juriste est maintenant là-bas. Regarde ce qui s'y passe, comment la voie doit être préparée pour l'OMS. Et oui, d'ailleurs, elle s'assoit régulièrement ici dans cette pièce avec moi et raconte ensuite ce qui s'y passe. Tu viens vraiment de donner énormément de pistes. Tu viens de mentionner la commission d'enquête. Tu as aussi évoqué Epstein à plusieurs reprises. Il faut vraiment s'imaginer ça. Le Covid a été planifié 10 ans à l'avance par cette caste Epstein. À ne jamais oublier, le schéma récurrent, c'est une redistribution des richesses du bas vers le haut qui se répète sans cesse. Ces personnes sont informées 10 ans à l'avance, peuvent s'enrichir au maximum, se sentent alors comme des dieux et se placent au-dessus de toutes les lois. Et au fond, ils ont maintenant vraiment peur de la masse. Je veux dire, la masse, c'est tout de même 8 ou 9 milliards de personnes, alors que là, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 15 000 peut-être, se qualifient ou se désignent comme la soi-disant élite. Est-ce aussi la raison pour laquelle tout ce programme numérique est poussé par tous les États pour que les gens ne se réveillent pas? Parce que je dois te dire, franchement, ne pas avoir d'opinion de nos jours alors qu'on est bombardé de partout, c'est un super pouvoir aujourd'hui parce que toute cette merde numérique circule partout dehors. Mais j'ai l'impression qu'on nous maintient délibérément dans cette paralysie de la peur. On veut délibérément nous faire prendre des décisions dictées par la peur pour qu'on ne devienne surtout pas libre mentalement ou financièrement. Oui, absolument. Je veux dire, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet et beaucoup d'articles. Donc, je me suis vraiment plongé dedans. On constate que tout est planifié depuis longtemps. Ça remonte jusqu'à Rockefeller et Carnegie, le rapport Flexner de 1910, qui a complètement corrompu la médecine. Mais au final, il s'agit de la domination mondiale. Et c'est une élite qui s'est développée à partir d'une pensée eugéniste, à l'époque aux États-Unis. Les États-Unis ont effectivement conquis des terres. Justement, les États-Unis ont continué à gagner de plus en plus de terres. Ils ont pris des territoires aux Mexicains, ils ont pris des territoires aux Espagnols. Ils ont mené leur travail impérialiste partout. Ils le font encore aujourd'hui. Et bien sûr, il faut toujours se demander comment vais-je stabiliser ce pays maintenant? Et il faut toujours que ce soit dirigé par une élite. Et au moment où l'on crée une élite, on crée aussi quelque chose qui n'est pas une élite.
donc un système de caste. Et tout en bas, chez les Américains, il y avait les Afro-Américains habitants, donc ceux qu'on a fait venir, pas les autochtones. Donc, d'abord, il y avait les autochtones, les peuples autochtones nord-américains, qui étaient présentés comme un problème. Il fallait les déshumaniser. Ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains afin qu'on puisse les exterminer. Ensuite, très tôt, on a fait venir les Afro-Américains comme esclaves. Donc des Africains qui sont ensuite devenus des Afro-Américains. Ils ont aussi été, d'une certaine manière, traités de façon à ce qu'on puisse les maintenir dans des emplois. Après l'abolition de l'esclavage, seuls les emplois refusés par les Blancs leur ont été proposés. Donc, il a aussi fallu les déshumaniser d'une certaine manière afin de pouvoir justifier ce comportement antisocial. Ainsi naît aussi l'idée d'eugénisme. J'ai récemment eu une longue conversation avec Hermann Plopper, qui serait un bon invité pour toi. Il a eu un excellent échange avec moi et a écrit un excellent livre. Il s'intitule Hitler, Amerikanische Lehrer, car l'eugénisme vient de là-bas. J'ai déjà lu ce livre 2 fois. Oui, c'est impressionnant quand on le lit. C'est du révisionnisme historique, mais bien documenté. Et ces idées eugénistes, on les retrouve aussi maintenant dans les dossiers Epstein. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait des pauvres gens? Comment s'en débarrasser? En tout cas, sûrement pas en les rendant riches. Cette idée est bien présente. Et ce qu'on ressent très tôt chez les Rockefeller, c'est qu'ils ont aussi été parmi ceux qui ont attisé le débat sur le climat, ce qui à première vue semble absurde. Car comment quelqu'un qui a fait fortune avec le pétrole peut-il soudainement alimenter le débat climatique sur le CO2? C'était bien cela, et j'ai fait des recherches approfondies sur le sujet. Il s'agissait toujours du fait qu'ils avaient compris que si nous voulons un gouvernement mondial, il nous faut un problème global. Oui, nous avons besoin d'un problème global, parce que tant qu'il ne s'agit que de problèmes locaux ou nationaux, personne n'acceptera un gouvernement mondial. Nous avons toujours besoin d'un problème pandémique, que ce soit le Covid ou d'autres choses qui sont sûrement prévues à travers la recherche sur le gain de fonction. L'OMS dispose d'un modèle économique avec un retour sur investissement de 35 axé sur les pandémies et garanti pour les 10 prochaines années. Pouvoir gagner cet argent comme une affaire d'initié chez nous, c'est-à-dire à l'OMS, cela implique bien sûr qu'ils doivent continuer à faire avancer la recherche sur le gain de fonction, afin de pouvoir déclencher encore et encore de nouvelles pandémies. C'est un exemple. Il ne s'agit pas que de pandémie, mais aussi de guerre mondiale. Mais le seul sujet qui soit vraiment mondial et qui ne disparaît pas, c'est que oui, nous sommes à la fin d'une ère glaciaire. Il est très probable que le globe va se réchauffer un peu. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Le sujet ne disparaîtra pas. Et cela signifie que, quoi que nous fassions, c'est la menace mondiale, tant que la menace mondiale reste dans les esprits. Et lorsque la menace mondiale est dans les esprits, ils verront que, en quelque sorte, personne, aucun État au monde ne pourra résoudre ce problème. Même un gouvernement mondial ne le résoudra pas. Mais tant que les gens y croient, ils voudront naturellement un gouvernement mondial. Et ce n'est pas pour rien que l'OMS s'est aussi emparée de la question du climat. Parce que, oui, c'est là que viennent les méchantes zoonoses, parce qu'il fait soudainement plus chaud. Soudainement, nous avons la malaria en Allemagne ou peu importe quoi. Ce sont donc les menaces mondiales. Et c'est ça le sujet. Et c'est pourquoi on comprend soudainement cette absurdité, que la question du climat, du CO2, a été introduite dans les esprits par Rockefeller et compagnie, délibérément, alors qu'on devrait se dire, et ils devraient pourtant avoir le plus grand intérêt à continuer à vendre et à consommer leur pétrole et leur gaz naturel. Il ne s'agit pas de cela, mais de la domination mondiale, et c'est ça qui les motive, et la domination mondiale en même temps, et c'est ça qui est beau dans la discussion sur le climat pour eux, parce qu'avec la question climatique, on peut bien sûr aussi remettre en question la surpopulation de l'humanité, pour ainsi dire. Nous devons réduire l'humanité pour résoudre le problème climatique. Autrement dit, faire d'une pierre deux coups, eugénisme et domination mondiale par le climat. Passons au concret. Le détroit d'Ormuz est actuellement bloqué. J'ai lu récemment que 2026 devrait être un autre grand catalyseur pour faire avancer le Great Reset de 2030. Qu'est-ce qui est concrètement prévu? S'agit-il de confinement énergétique? Est-ce que les prix du gaz vont tous exploser? Est-ce qu'on n'aura bientôt plus le droit de sortir de chez nous? J'ai aussi lu quelque part que les futurs confinements seront pires que ceux du Covid. Oui, c'est bien possible. Je veux dire, on serre la vis de plus en plus.
Je veux dire, ils veulent qu'en 2030, nous soyons heureux sans rien posséder et que nous devenions une société avec un système de crédit social contrôlé par l'IA, surveillé à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, en parlant de surveillance, j'ai toujours évoqué ce sujet du biohacking et de la longévité. C'est aussi quelque chose dont je suis maintenant assez sûr que cela a été introduit dans la société. Nous voulons tous vivre jusqu'à 150 ans. Nous voulons devenir immortels. Nous pouvons sûrement le faire aussi, il suffit de porter ces objets connectés. C'est aussi quelque chose comme ça. Je préviens toujours les gens, je dis toujours, le biohacking, c'est aussi du brain hacking. Ils peuvent vraiment lire tes pensées grâce à ces objets connectés. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il existe des brevets là-dessus. Et je peux même montrer, donc on peut en parler, comment ça fonctionne. Et le point, c'est que il s'agit d'une surveillance totale. Et tous les courants, tout ce qui se passe à grande échelle, on peut être assez sûr que c'est planifié et que ce soit le détroit d'Ormuz qui est de nouveau ouvert, que le prix du pétrole monte ou descende. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il doit toujours y avoir des crises. Nous devons avoir peur de la guerre nucléaire, de la guerre mondiale, nous devons avoir peur de la catastrophe climatique, nous devons avoir peur de la prochaine pandémie. Ce sont toujours les mêmes peurs, elles s'alternent toujours joliment. Et si une telle pandémie a été construite, et j'ai essayé de l'expliquer dans la commission d'enquête, que si nous voulons empêcher la prochaine pandémie, nous devons d'abord savoir, d'un point de vue médical, quelle était la cause de la première, de la dernière. Parce que si la cause n'est en fait pas de pauvres animaux qui nous auraient infectés, ce qu'on peut complètement exclure, mais si cela vient du laboratoire, alors nous devons examiner les laboratoires pour empêcher la prochaine et non pas réfléchir à comment changer les lois pour que tous les enfants puissent être immédiatement vaccinés. Oui, de façon obligatoire. Donc, pour que d'autres malheurs surviennent, en quelque sorte. Non, nous devons. Mais ce n'était pas un sujet. Et ensuite, j'ai pu justement l'introduire, et eux. Et là, on voit encore une fois, c'est ce travail sur ces problèmes, y compris les Epstein Files. Ce sont toujours des problèmes créés par l'homme. Et j'ai l'impression que le traitement de ces affaires est toujours bloqué parce qu'un nouveau problème créé par l'homme arrive. Par exemple, quand il y a eu l'attaque contre l'Iran, ma femme m'a tout de suite dit « Tu sais, je crois que Trump veut juste faire disparaître les Epstein Files de la une. Il a réussi. » Oui. Ou alors, comme l'a dit le professeur Homburg une fois au Parlement du Tyrol du Sud, j'y étais aussi à ce moment-là et j'ai dû témoigner là-bas en tant qu'expert. Et j'étais dans la même session où se trouvait aussi le professeur Homburg. Il a fait une excellente présentation. Là, le docteur Sters a aussi fait une excellente présentation. Et je dois aussi vraiment louer le docteur Wodarg ici. Il a vraiment été excellent. Malheureusement, ce n'était pas une séance publique. Tout le monde aurait dû l'entendre. Et là, le professeur Homburg, je crois, a dit, je pense que c'était lui, il a dit qu'à partir du moment où on n'entendait plus rien dans les actualités à propos des chiffres des tests PCR, chaque jour nous avions le rapport PCR, combien de personnes sont à nouveau gravement malades, infectées, alors qu'elles n'ont même pas de symptômes. Ces chiffres, le dernier rapport a eu lieu lorsque le premier coup de feu a été tiré en Ukraine. Donc la question est, a-t-on voulu en quelque sorte balayer la pandémie de Covid sous le tapis en déclenchant une guerre en Ukraine? Et oui, et maintenant, comme je l'ai dit, les Epstein Files et soudain l'Irak. Je ne sais pas, tout cela ressemble à une théorie du complot, mais nous devons en être conscients. D'une part, personne ne réfléchit à ce qui se passe. À part vivre constamment dans la peur pour finalement dire « Oui, nous voulons un gouvernement qui donne tous les droits à l'OMS ». Et tu sais aussi Karl Lauterbach est un chef désigné de l'OMS. Il sera alors peut-être celui qui sera aux commandes du gouvernement mondial. Je me suis frappé le front quand j'ai lu cette nouvelle. Je dois encore raconter très brièvement 2 anecdotes que j'ai trouvées vraiment très très suspectes. Quand ce conflit en Ukraine a commencé vraiment au même moment, le lendemain, je suis allé chez Rossmann et acheté quelque chose. Et puis, en payant, on m'a demandé d'entrer un montant si je voulais faire un don pour la guerre en Ukraine. Je me suis dit, ils ont sûrement eu une longueur d'avance. C'est seulement maintenant dans nos médias et ça a été mis en place très vite. Cela m'a paru très suspect. Et la deuxième histoire, tu viens de parler des objets connectés, c'est-à-dire toute la gamme Apple Watch et ainsi de suite. Il y a peut-être 5, 6, 7 ans, je ne sais pas si ce projet est toujours actif, un projet pilote de JP Morgan et de BlackRock aux États-Unis. Il s'agissait de cotisation d'assurance maladie dynamique, c'est-à-dire que tu portes cet Apple Watch et cet Apple Watch peut alors, par exemple, analyser quel genre de personne tu es.
Si tu vas plutôt te coucher vers 8 ou 9 heures et que tu te réveilles vers 6 heures du matin, alors tu auras probablement des cotisations d'assurance maladie moins élevées. Ou es-tu plutôt de ceux qui, à 6, 7 ou 8 heures du matin, cherchent encore une after party ou un autre bar, ayant donc un mode de vie moins sain? Et on a vraiment vendu ça aux gens avec un avantage très très simple, c'est-à-dire une sorte de subvention pour l'Apple Watch, 100-200 euros. Dans ce cercle pilote aux États-Unis, beaucoup ont volontairement porté l'Apple Watch. C'est ce que tu décris, suivre les gens d'une certaine façon. C'était peut-être juste un projet pilote. Je ne m'y suis pas vraiment intéressé, mais ça revient souvent. Et surtout, quand BlackRock est impliqué, je pense qu'il faut toujours regarder de très près, voire à plusieurs reprises. Oui, et JP Morgan est l'une des banques, donc la banque qui était bien sûr aussi derrière l'affaire Epstein. Donc toute la planification de l'investissement des philanthropes dans la protection contre la prochaine pandémie, donc Gates et compagnie, tout passait par JP Morgan. Elle est très impliquée, notamment chez Rockefeller, dans toutes ces planifications. Il ne faut pas sous-estimer cela et toujours se poser des questions quand ils sont impliqués. Il ne s'agit pas seulement de traquer, c'est-à-dire de savoir qui est où, à quel moment, ou si l'on a bien ou mal dormi. Ces objets connectés permettent, puisque toutes les données sont envoyées dans le cloud, donc chaque personne ou entreprise qui met ces objets à ta disposition a quelque part une analyse de données. Elles sont aussi analysées par l'IA. Et l'IA apprend à partir de ça. Mais le problème, c'est que tu donnes encore plus d'informations numériques. Par exemple, tu es assis et tu parles au téléphone. Ces données sont aussi envoyées, et cela en même temps que les ondes cérébrales, qui peuvent pratiquement être déduites indirectement via les objets connectés. L'électromyographie te permet de déduire, par exemple, si une conversation active plutôt ton système sympathique ou parasympathique. Et quand tu vois quelque chose à la télévision, dans le pire des cas, tu vois un viol dans un film policier, selon tes ondes cérébrales, ils peuvent en principe déjà dire si tu es un psychopathe. Donc tu peux donc, je parle de Minority Report, on va vraiment aussi loin et tout est possible. Ça veut dire que quand on en arrivera au système de crédit social et que toutes ces données seront enregistrées, on pourra très très bien évaluer quel genre de personne tu es, quel potentiel tu as, comment on peut t'utiliser, comment il faut te manipuler. C'est une société vraiment vraiment malsaine. Et ce qui m'a donc l'évolution de la société et ce qui m'a vraiment choqué ou me choque encore, je ne sais même pas. Tu es le professeur de lycée, je crois que c'est choqué ou effrayé, je ne sais pas. En tout cas, par exemple, lorsque Kennedy est arrivé au pouvoir, il a dit que la meilleure prévention serait que tout le monde porte des objets connectés. J'ai vraiment été choqué. Donc, je l'ai rencontré récemment aux États-Unis et personnellement, en tant qu'homme, je dois dire qu'il m'est très sympathique. Et je crois aussi qu'il a sincèrement une bonne mission, mais il n'est pas médecin non plus. Et je ne sais pas dans quelle mesure il est influencé par les personnes qui l'entourent. Oui, et puis des absurdités se produisent. À mon avis, s'il aurait besoin de meilleurs conseillers. Juste pour donner un exemple, je l'ai rencontré tout à l'heure et il y avait une réception VIP avant que je puisse le rencontrer. Là, toutes sortes de personnes se sont réunies. Il y a vraiment eu des conversations très intéressantes. Mais j'ai eu une conversation avec la personne qui distribuait la nourriture là-bas, donc qui se tenait derrière un comptoir et préparait simplement la nourriture. Et il y avait entre autres des hamburgers avec des frites. Je me suis dit, et puis il y avait aussi des livres qui traînaient, Make America Healthy Again, le livre de cuisine Maha. Et j'en ai attrapé un autre, et puis j'ai parlé avec la femme, j'ai dit, dis-moi rapidement, qu'est-ce qui rend ces frites si saines? Ce sont les frites Maha, Make America Healthy. Qu'est-ce qui rend ces frites si saines? La réponse était, nous n'utilisons plus de graisse végétale. La graisse végétale dangereuse? Alors j'ai demandé, qu'est-ce que vous utilisez à la place? Il a répondu, de la graisse animale. Nous faisons frire les frites dans de la graisse animale. Et j'imagine maintenant que toute l'Amérique qui mange ses frites tous les jours a besoin de tellement de graisse animale pour que tout puisse être frit dans de la graisse animale. Il doit y avoir un lobby de la viande derrière tout ça. Ils font des milliards et des milliards sur la souffrance des animaux maintenant. Simplement parce que le mouvement Maha croit qu'on ne peut survivre qu'avec des frites cuites dans de la graisse animale. Voilà à quel point c'est absurde.
Robert Kennedy a dit en substance que l'alimentation très malsaine de Donald Trump l'amenait à douter de sa capacité à diriger une fonction aussi importante. Tu penses que parce que son alimentation, tous ses hamburgers et toutes ses frites, il croit aussi, je ne sais pas si c'est juste un mythe, que le Fanta et le Coca-Cola guérissent le cancer. Mais c'est juste en passant. Penses-tu que sa mauvaise alimentation conduit aussi à ce qu'il prenne des décisions irréfléchies, donc ce genre de pensée de type 1 et de type 2? Penses-tu que ça va jusqu'à ce qu'il soit peut-être un peu manipulable parce que son alimentation est aussi mauvaise? Oui, cet homme est complètement erratique. De l'extérieur, on ne voit aucun plan clair chez lui. Il fait simplement ce qui lui passe par la tête d'une minute à l'autre. Donc personne ne peut vraiment le contrôler. Même si je pense qu'au final, il suit aussi un plan directeur, et je veux dire, nous savons que Daniel Lance a écrit de bons livres à ce sujet. Imperium USA, je ne peux que le recommander. On voit bien à quel point toute l'histoire des Américains est marquée par l'impérialisme. Et ça continue, je crois. Je crois qu'il n'y a qu'un ou deux présidents, au maximum, qui n'ont pas attaqué un pays quelque part, oui, en tant que puissance de paix dans le monde. Et partout, c'est encore le Nicaragua, puis l'Iran, on a ces guerres partout que les Américains mènent juste pour garantir le prix du pétrole dans leur propre pays. Si le gallon, je crois, coûtait plus de 6 dollars, ça fait 4 litres. Si ça coûtait plus de 6 dollars, je pense que la vie s'effondrerait aux États-Unis. Donc c'est ça leur mission. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à faire cela. Mais sinon, ce qu'il fait est très erratique. Et il faut dire clairement que les problèmes de santé mentale découlent automatiquement aussi d'une mauvaise alimentation. Oui, cela ne signifie pas qu'il est absurde ou que les gens le sont juste parce qu'ils mangent sainement, mais ils ne sont qu'une version inférieure d'eux-mêmes, de leur potentiel. Et il est certainement une version extrêmement médiocre d'un Donald Trump qui, peut-être, se soucierait de sa santé mentale. Ça, c'est certain. Oui, et je veux dire, ça remonte à tous les éléments de base. Je n'ai pas dit pour rien un jour que l'histoire écrite de l'humanité, celle que nous connaissons, oui, l'histoire de la culture, qui n'est faite que de meurtres et de massacres, est très probablement une histoire de carence en lithium. Et cela peut même être prouvé. Oui, je viens de le voir dans l'étude. Je suis en train d'écrire un article scientifique sur le lithium, donc pour l'essentialité, je vais enfin publier dans une revue scientifique de haut niveau, afin que tout cela cesse enfin et qu'on n'ait plus à se poser la question de savoir si le lithium est essentiel. Et je viens justement d'avoir une étude entre les mains qui montre, par exemple, qu'il y a un peu plus de lithium dans une région par rapport à une autre, et tu as un taux d'homicide plus faible. Non seulement le suicide, mais aussi le meurtre sont moins fréquents. Et je veux dire, comment peut-on illustrer plus clairement que le lithium devrait plutôt être un élément de paix si on est moins enclin à tuer d'autres personnes ou à violer ou à se faire du mal à soi-même? Donc, oui, l'alimentation joue un rôle déterminant pour notre santé mentale et la façon dont nous prenons des décisions. Dans les cas extrêmes, tuer quelqu'un ou attaquer un autre pays et tuer beaucoup de gens d'un coup. Tu viens de me donner tellement de perches à propos du lithium, je vais en profiter maintenant. Les Science Cops des chaînes publiques, il y a 1 ou 2 semaines, ont présenté ton analyse scientifique du lithium comme relativement sérieuse, mais ils t'ont quand même mis dans la case des complotistes. Quelle a été ta première réaction quand tu as vu le reportage? Oui, je n'ai même pas regardé le reportage au début. J'ai seulement entendu dire qu'à l'ARD, c'est-à-dire la chaîne publique Westdeutscher Rundfunk, oui, qu'ils avaient fait une émission sur moi. C'était sur le lithium, intitulé Le complot du lithium, avec aussi le cas du docteur Niels. Je ne connaissais pas Quarks. Et je vais laisser de côté le S pour l'instant. Donc, je ne connaissais pas ce quark. Et non plus ces soi-disant flics de la science, oui, ces policiers scientifiques. Mais l'émission, elle est intéressante. Elle a commencé, je dirais, au printemps, probablement en 2021. Ça devait être en automne parce qu'il y avait déjà la 7e émission. Il les numérote. Je crois qu'on en est maintenant à la 100 et quelques. Mais la 7e émission, par exemple, c'était le professeur Wiesendanger, le professeur Roland Wiesendanger, qu'on a attaqué parce qu'il avait déjà très tôt attiré l'attention là-dessus, l'un des premiers en Allemagne, que c'est justement un virus qui vient du laboratoire et les dangers qui y sont liés. C'est là qu'on l'a attaqué. Et il faut dire très clairement que, avec cette émission, la radiodiffusion publique a vraiment rendu un mauvais service à la population allemande parce que nous savons que cela vient du laboratoire et que le service fédéral de renseignement, SAREMA, ils le savaient tous. Donc, ce rapport des services secrets était déjà arrivé à la chancellerie en 2020, oui, et comme je l'ai déjà mentionné, Spahn l'avait probablement aussi, très probablement. En tout cas,
Personne ne se serait fait injecter le matériel génétique d'une arme biologique s'il l'avait su. C'est donc une question fondamentale à laquelle il faut répondre, et il y a évidemment eu un énorme intérêt. Le rapport Saaremaa a aussi été classé secret pour l'intérêt national, mais je pense que cela allait à l'encontre de la population allemande. C'était l'émission 7. Dans l'émission 8, d'ailleurs, on a diabolisé la vitamine D. Oui, c'était aussi, je crois, en mars 2021, on a diabolisé la vitamine D. Encore une fois, un mauvais service a été rendu à la population allemande. Comme évoqué plus tôt, si le taux de vitamine D était à 125 nanomoles, c'est le taux le plus sain que l'on puisse avoir, c'est aussi ce qu'on trouve chez les peuples autochtones, les peuples traditionnels. On le mesure en Afrique. Avec cette valeur, la probabilité de mourir du Covid est nulle. Oui, et cela concerne toutes les maladies respiratoires, pas seulement le Covid. Si la population allemande savait cela, plus personne n'aurait besoin d'aucun vaccin en hiver, donc ni contre la grippe, ni contre quoi que ce soit d'autre, ni contre le VRS, ou peu importe comment on les appelle tous. On n'en aurait pas eu besoin, oui, et qu'a-t-on fait? On s'est battu pour que des gens meurent du Covid afin de préparer la voie à l'OMS. Donc encore une fois, avec des fonds que nous finançons en fait. Il faut dire que nous finançons notre propre bourreau. On dit simplement que les moutons stupides, n'est-ce pas, choisissent eux-mêmes leur propre bourreau. C'est ce que nous faisons ici en payant la redevance audiovisuelle, donc les frais de diffusion. Cet argent est utilisé pour nous, oui, nous imposer des récits, nous endoctriner avec des récits qui nous nuisent. On vient justement de s'occuper de mon cas. Tu m'as demandé ma première réaction, j'étais vraiment content. Peut-être est-ce lié à ce que je prends, mais j'étais vraiment content car je me suis dit « Waouh, j'ai réussi à passer dans les médias du service public. J'ai réussi à être mentionné dans les médias grand public, tu vois. » Et je ne me le suis quand même pas infligé. Ma femme a regardé et m'a dit « Tu vas te dire que tu n'aimes pas voir ça. Je ne veux pas me laisser abattre maintenant. » Mais elle a dit « Tu sais, à la fin, apparemment, dans cette émission, soit on t'enferme, soit on te met en garde, parce qu'il y a déjà un préjugé dès le départ. Le simple fait que la police soit presque devant ta porte te donne déjà une mauvaise réputation dans le quartier. Ben pourquoi la police veut aller chez lui, hein? Oui, rien que la situation, oui, ça te diffame, oui, oui et oui. Comme je l'ai dit, il n'existe pas de mauvaise publicité, et au final, c'était une occasion en or. J'ai ensuite regardé la transcription et j'ai vu comment ils construisent tout ça, et j'ai aussi demandé à un spécialiste des médias de jeter un œil, et il devrait peut-être aussi mettre le lien en bas. J'ai spécialement créé une boîte d'informations, une sorte de section d'informations sur mon site web maintenant, que l'on peut consulter pour tous ceux qui écoutent d'ici, parce qu'on peut vraiment voir comment nous sommes manipulés. Donc, cette émission a ensuite été clairement analysée par un certain Peter Bickle, qui a lui-même travaillé à la radio et qui a étudié les sciences des médias. Il a regardé cela et m'a envoyé, oui, un rapport incroyablement intéressant. Et je lui ai dit, écoute, si tu n'y vois pas d'inconvénient, on le met tout de suite en ligne, les gens devraient le regarder. C'est aussi simplement pour comprendre en général, il ne s'agit même pas de lithium, mais de comprendre fondamentalement comment nous sommes manipulés et comment de telles émissions sont construites. Comme je l'ai dit, le cadre en lui-même est déjà intéressant sur le plan thématique, puis bien sûr, certains mensonges sont aussi fabriqués. Mais juste pour souligner, par exemple, une absurdité. Donc, par exemple, ils disent moi, que tu étais professeur dans un lycée, et qu'en cours au lycée, on connaît ces réactions chimiques qui y sont réalisées. Et puis, je me souviens encore de mon propre cours à l'époque, ça m'avait vraiment impressionné. On a jeté du sodium pur dans de l'eau, du sodium pur. Et ça a immédiatement commencé à réagir avec l'eau, ça chauffait, il fallait porter des lunettes de protection parce que ça pouvait exploser tout de suite. C'était vraiment thermique, une réaction exothermique. Et ça reste dans la tête, mais le sodium est essentiel, on en consomme tous les jours. Oui, on a besoin de sodium, sans sodium on mourrait, oui. On a besoin de sel de cuisine, oui, donc le sodium est essentiel. Désormais, ils utilisent le lithium, situé au-dessus du sodium dans le tableau périodique, car il a des propriétés chimiques similaires. Ensuite, ils lancent l'émission ainsi. Imaginez, ils mettent du lithium dans l'eau, quelle réaction, c'est si dangereux, et vous voudriez manger un truc pareil? Oui, ma première réaction n'était en fait pas celle avec le sodium, j'ai juste dit « Nous savons tous que le gaz détonant, hydrogène et oxygène ensemble, fait boum. Mais l'eau est-elle dangereuse pour autant? Doit-on arrêter d'en boire parce qu'elle résulte d'une réaction explosive ?» Donc, mais avec ça, on donne le ton, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. À ce moment-là, on a mis une image dans la tête des gens. Cela est accentué par l'administration de fortes doses de lithium en cas de troubles bipolaires. Des doses 1000 fois plus élevées que celles de l'eau sont administrées aux gens
atteignant des niveaux toxiques, et on parle des effets secondaires. Tout cela s'est produit dans les 10 premières minutes, et ce n'est qu'après 1 heure qu'on précise « Oui, mais Niels parle en réalité d'autres dosages ». Mais les gens gardent en tête tout au long de l'émission « Oh, Niels veut que nous soyons empoisonnés ». Il y a aussi eu un article dans un journal autrichien en réponse à mon intervention au Parlement européen. Je ne sais même plus comment s'appelle le journal. Le Standard. Oui, le Standard. Je leur ai aussi... Ils m'ont posé des questions, j'y ai répondu. Ils les ont complètement ignorées. Et dans l'article, il est écrit que ceux qui m'ont invité au Parlement européen, c'était Monsieur Hauser, Gerald Hauser du FPE. Il a ensuite été accusé dans ce magazine de vouloir empoisonner tous les Autrichiens. Il veut maintenant empoisonner tous les Autrichiens en promouvant le lithium essentiel du fait de mon invitation au Parlement européen. Voilà le genre de techniques utilisées et elles traversent toute l'émission. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, ma femme m'a alors dit « Tu sais, tu n'as pas été arrêté. La plupart sont arrêtés car ils commettent des actes terribles. On m'a seulement reproché un avertissement sévère. Donc on m'a donné un avertissement sévère. Donc j'ai reçu un avertissement sévère et ensuite j'ai demandé à ma femme « Pourquoi m'ont-ils averti ?» Elle m'a dit « Oui, parce que tu as été invité au Parlement européen par des partis. L'un de ceux qui m'ont invité était de l'AfD. Et l'autre personne qui m'a invité, c'était justement Gérard Hauser du FPE. Et ces deux partis m'ont invité à plaider en faveur du lithium au Parlement européen, en tant qu'oligo-élément essentiel pour que l'absurdité cesse et que le lithium ne soit plus délivré uniquement sur ordonnance. Cette faible quantité présente aussi dans l'eau minérale, mais qui coûte en réalité très cher. Là, on me rend coupable par association. C'est ainsi qu'on a monté toute l'affaire Niels, et cela la traverse de bout en bout. Donc, tout au long de l'émission, il est toujours question de culpabilité par association. Et ce qui est intéressant, c'est que, même là, sur le plan psychologique, on peut le lire dans la littérature, ils condamnent même cette attaque contre moi. Ils disent « Nous ne voulons pas agir contre lui personnellement, pour ainsi dire. En tant que Science Cops, nous voulons juger ces informations selon la science. » La culpabilité par association est sans cesse mise en avant. Et c'est aussi finalement la raison pour laquelle on ne doit pas me croire, et donc on ne doit pas non plus croire au lithium. C'est important pour notre cerveau. C'est tellement fou et je ne peux vraiment pas du tout comprendre toute l'hystérie autour de l'AfD en Allemagne. Toute la misère en Allemagne n'est pas vraiment la faute de l'AfD, mais finalement celle des partis du système. Bien sûr, l'AfD en profite et exploite toute cette situation. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il existe un véritable parti d'opposition. Les autres avaient au plus 10% et l'AfD cible précisément les points sensibles. Je suis plutôt pour la responsabilité individuelle et je ne pense pas que l'AfD changera vraiment les choses au pouvoir. Ce que je me demandais à l'instant, pourquoi as-tu une telle proximité avec l'AfD? Je veux dire, dans tes sujets, il est aussi beaucoup question de responsabilité individuelle. C'est une question posée un peu avec un clin d'œil. Peux-tu imaginer, supposons que l'AfD gouverne en 2029, peut-être avec la CDU, peut-être sans la CDU, mais je veux dire, ils sont déjà en tête maintenant. En 2029, il y aura soit une alliance anti-AfD et tous les partis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres vont s'unir et ensuite l'AfD gouvernera avec une majorité absolue. C'est du moins ma prévision. Peux-tu t'imaginer devenir ministre de la Santé? L'AfD manque vraiment de main-d'œuvre et d'expertise sur ce sujet. Eh bien, j'ai déjà eu un bon ressenti lors de la commission d'enquête avec les personnes avec qui j'étais, qu'ils avaient beaucoup d'expertise et qu'ils supportent aussi mieux la pression politique que moi. Je dois dire que je n'ai pas eu l'impression qu'ils en sortaient avec des maux de tête. Ce sont des politiciens, ils vont au combat et ils mènent le combat, et c'est aussi en quelque sorte leur élixir de vie. On le sent vraiment. Même chez le professeur Hamburg et Tom Lausen, je n'ai pas eu l'impression qu'ils souffraient vraiment quand ils étaient là-bas, comme moi. C'était vraiment perceptible. Ils y vont, ils se battent, et ils en sont contents, parce qu'ils savent qu'ils sont du bon côté. Ils me l'ont aussi dit un jour, nous savons que nous sommes du bon côté. Nous devons gagner à la fin parce que nous représentons la réalité et non pas cette vérité absurde que les Epstein Files ont créée comme narratif. Oui, donc c'était parfaitement clair pour eux et pourtant, je dois dire que j'en ai souffert. Je ne mène pas ce combat ainsi par nature. Je suis scientifique, j'aime écrire sur mes sujets et je ne suis pas non plus quelqu'un qui veut imposer son opinion aux autres. Donc nous parlons ici et j'exprime mon opinion, mais elle n'est imposée à personne. Chacun peut éteindre à tout moment. Personne n'est obligé de nous écouter.
Mais ici, dans l'enquête, je dois agir maintenant. On l'exige de moi. Je dois maintenant, en 5 minutes, exposer les erreurs de ceux d'en face, les remettre en question et rendre cela public. Et ça, oui, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pourquoi je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques professionnels qui supportent bien ce genre de combat et qui, avec de bons conseils, seront aptes à devenir ministres de la Santé. Ce que je peux imaginer, c'est de les conseiller, c'est différent. Mais si je veux moi-même occuper ce poste, honnêtement, je ne peux absolument pas me l'imaginer en ce moment. Mais pour l'autre question que tu m'as posée, est-ce que j'ai cherché à me rapprocher de l'AfD? Absolument pas. C'est simplement que dans le domaine médical, les positions se recoupent. J'ai rapidement attiré l'attention sur la vitamine D. J'ai été l'un des premiers à en parler pendant le Covid. J'ai aussi écrit une lettre ouverte à Lauterbach, dont on peut partager le lien ici, parce que c'est toujours d'actualité sur ce sujet. Et puis, une fois la lettre publiée, puisque c'était une lettre ouverte, en Allemagne, elle est devenue virale et a, je l'espère, sauvé de nombreuses vies. Ensuite, quelqu'un m'a écrit et m'a dit « Écoute, en fait, 2 personnes m'ont écrit. L'un d'eux m'a écrit, ou l'une d'elles, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, il ou elle écrit « Écoute, Lauterbach a tweeté exactement ce que tu écris en septembre 2020. Ce n'est pas étonnant pour vous que la vitamine D entraîne des formes moins graves ou que les gens soient moins contagieux quand ils prennent de la vitamine D. » À l'époque, il était encore député et il a justement commenté ces études que je cite sous forme de tweet. Elles existent toujours. L'autre chose qui m'a été rapportée, et c'était aussi nouveau pour moi, malheureusement, je ne savais pas lorsque j'ai écrit la lettre que l'AfD avait déjà déposé une motion au Bundestag en juin 2021. On devrait mesurer la vitamine D chez tout le monde, il faudrait l'inclure dans le catalogue des prestations des caisses d'assurance maladie. Tout le monde doit mesurer sa vitamine D et tout le monde devrait recevoir de la vitamine D. Ceux qui n'en ont pas les moyens bénéficient d'une prise en charge. Bien que cela ne coûte que quelques euros par an de se procurer de la vitamine D. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une convergence, un chevauchement avec Lauterbach. En résumé, dès qu'il est devenu ministre de la Santé, il a déclaré « Il n'y a plus que la vaccination, pas d'alternative ». Mais l'AfD a toujours adopté le bon ton en matière de politique de santé. Ils ont remarqué que j'avais un ton similaire, alors ils m'ont sollicité comme expert. Ce n'est pas moi qui ai approché l'AfD pour être expert. J'ai été surpris pendant que j'étais en vacances avec ma famille. Après avoir reçu un appel ce jour-là, mes vacances étaient finies. Et les maux de tête ont commencé petit à petit. Oui. Non, certainement pas. Et j'ai toujours dit que j'y serais aussi allé si la CDU, le SPD ou les Verts m'avaient recontacté. Nous avons besoin d'un expert tant que je peux faire avancer mes sujets. C'était important pour moi. Bon, je l'ai aussi dit au monsieur qui m'a appelé de l'AfD. S'il s'agit de séances publiques, si ce que je dis peut aussi être communiqué à l'extérieur, donc rien de secret. Je souhaite clarifier ma position et j'ai aussi précisé mes sujets. Et j'ai alors constaté avec étonnement que, dans l'orientation de la commission d'enquête, il y a un plan de tout ce qui doit être discuté et que mes sujets n'y figuraient pas du tout. J'ai donc dû les faire entrer par la petite porte. Heureusement, cela a marché. C'est impressionnant. Vraiment, c'est une vraie conversation. Nous avons vraiment abordé énormément de sujets. C'est quelque chose qu'on devrait vraiment écouter plus souvent. Parce que l'expertise que tu as, nous devrions vraiment être fiers d'un tel scientifique en Allemagne. Au lieu de cela, les médias publics te présentent d'une certaine manière comme un complotiste. Lors de notre dernière discussion, nous avions évoqué que les jeunes devaient désormais être protégés contre l'interdiction des réseaux sociaux. Oui, par les mêmes protagonistes, comme par exemple un Strick qui a aussi imposé tout ce narratif autour du Covid, je le dis franchement. Oui, nous devons protéger nos jeunes, mais contre les chaînes publiques. Parce que ce qu'on enseigne aux jeunes là-bas, ce n'est certainement pas la pensée critique, ni de penser en dehors des sentiers battus, ni de penser différemment. Mais finalement, il s'agit simplement de suivre un récit très très simpliste. Et je trouve que c'est vraiment la direction que nous prenons ici. Aussi avec toute cette histoire d'intelligence artificielle. Nous en avions parlé auparavant. Tu avais d'ailleurs raconté quelque chose de positif à ce sujet, ou plutôt tu as entré lithium dans l'intelligence artificielle, et tu n'as reçu que les récits officiels. Et ce n'est que lorsque tu as utilisé ta pensée critique, que tu as posé le bon prompt, que tu as finalement atteint un bon niveau. Mais très peu de gens en sont capables. Oui, la plupart restent plutôt à la surface
d'une certaine manière. Et ils se laissent aussi facilement avoir par toute cette intelligence artificielle. Et oui, ils perdent aussi tout contact avec eux-mêmes, ou plutôt avec leur propre intuition. J'ai encore une question finale de la communauté pour toi. Comment pouvons-nous donner à notre cerveau des preuves de sécurité au lieu de désespérer face au grand objectif? Hmm. Oui, mais je crois que nous avons besoin d'une boussole. Je pense que la chose la plus importante dont nous avons besoin dans la vie, c'est une boussole. Pas besoin de savoir précisément où aller, juste la direction. Et cette direction nous donne un sentiment qui vient de la famille, de la nature et d'une compréhension générale de ce que signifie être humain. Avec une boussole, on ne suit pas un chemin droit, il faut parfois tourner à gauche ou à droite pour avancer. On n'atteint jamais vraiment l'objectif, c'est le problème de la boussole. Vers le nord, oui, sur Terre, on finit par arriver au pôle Nord, mais dans notre existence avec la boussole, on n'atteindra jamais un objectif. Le chemin est le but, comme l'a dit Lao Tzu, et c'est l'une des phrases les plus sages que je connaisse. Oui, le chemin est le but, et quand on sait qu'on a le sentiment d'être sur la bonne voie, on peut aussi surmonter sans problème tel ou tel obstacle. Et si ça ne marche pas, on sait qu'on apprend de cet obstacle. Et c'est justement ça qui est important. On apprend toujours des expériences négatives. On n'apprend pas quand on est tout content. On apprend de la détresse, de l'inquiétude. Nietzsche a dit un jour que la maladie l'avait poussé en avant. Sans la maladie, il n'aurait même pas pu créer sa vision du monde, une vision philosophique. Je pense qu'il est vraiment, vraiment important que nous voyions les défis ou les crises comme une occasion de nous améliorer. Nous ne prendrons pas toujours les bonnes décisions, mais cette boussole des valeurs dont tu parles t'apporte structure et fiabilité. Et cela conduit à son tour à la croissance ou tout simplement à une certaine légèreté dans la vie. Et si tu ne l'as pas, si tu ne sais pas qui est au-dessus de toi, ou si tu sais qui est au-dessus de toi, tu n'as en fait aucune raison de t'inquiéter dans le jaune. Je veux dire, la plupart des gens courent partout avec un système nerveux surstimulé, comme des poules affolées. Et là, il y a définitivement une sorte de boussole, je pense, un super, super repère pour arriver à s'en sortir dans ce monde. Michael, je dois d'abord prendre une grande inspiration. Merci beaucoup pour toutes ces grandes inspirations. Je vais certainement me procurer du lithium tout de suite. J'en ai déjà pris dans le passé, mais je ne l'ai pas pris régulièrement. Peux-tu peut-être mentionner un lien pour nos spectateurs où l'on peut commander ça en ligne ? Ce serait utile, car après une interview comme celle-ci, je reçois beaucoup de demandes sur où se procurer du lithium. Et oui, j'ai vraiment retrouvé beaucoup plus d'élan, beaucoup moins de brouillard mental, et merci beaucoup pour toutes ces idées. À toi, à ta famille et aux nouveau-nés, je vous souhaite tout le meilleur et beaucoup de santé. Je te remercie.